d'être avec nous sur Radio J, édition spéciale consacrée au second tour de ces élections législatives. Et il est avec nous en studio, notre invité tôt ce matin, Arnaud Benedetti, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez également récemment Une étrange victoire aux éditions du CERF, un texte incisif qui questionne le résultat de la dernière élection présidentielle. Alors la Macronie n'avait pas envisagé un tel recul. Le camp du président de la République perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et puis c'est aussi intéressant de revenir ce matin sur le vote des Français, 53% d'abstention. Ce qu'on voit entre le second tour de la présidentielle et ces deux tours des législatives, c'est que les Français finalement ne s'intéressent pas vraiment à ces élections, à cette politique-là. Pour quelles raisons? Pourquoi les élections législatives n'arrivent pas à mobiliser? Alors la réalité, c'est que depuis que le quinquennat a été instauré, on note une déperdition, si vous voulez, en termes de participation entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Ce n'était pas vrai, d'une certaine manière, ce type de constat sur les élections législatives lorsque le septennat existait, parce que nous avions à ce moment-là une participation qui était plus importante, même si dans le cas de figure d'une victoire du président de la République, d'une dissolution de l'Assemblée nationale, y compris sous le septennat, on avait une déperdition, mais beaucoup moins importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est qu'il y a une tendance de fond. C'est que maintenant, depuis 3 décennies, vous avez un recul de la participation, toute élection confondue, avec une petite exception concernant l'élection présidentielle, quoique même si l'on regarde l'élection présidentielle de 2022, on note qu'on a un niveau de participation qui est le plus faible depuis 1969. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, tout cela, ça traduit la défiance qu'il existe entre une grande partie de l'opinion publique et les dirigeants politiques et les élus. Et l'offre politique n'est pas à la hauteur, et surtout les Français finalement n'ont pas respecté entre guillemets les consignes de vote qu'avait donné par exemple la République en marche, Christophe. Oui, mais est-ce que finalement ce n'est pas l'émergence d'une certaine forme de liberté et même de sagesse collective des Français? Ils ont eu une présidentielle avec ses contraintes, ils corrigent le tir par des législatives, ils envoient des messages clairs pour ceux qui votent, en n'obéissant pas aux consignes et en s'affranchissant de toutes les règles, y compris la règle du plafond de verre qui a explosé hier pour le Rassemblement national, par exemple, il n'y a plus de limite, y compris les brutalités du mode de scrutin. Malgré le mode de scrutin majoritaire, on a hier une assemblée assez représentative de ce qu'est la France. Ah, c'est indéniable, c'est que la réalité politique du pays, ce n'est pas tant l'élection présidentielle que l'élection législative, parce que c'est elle qui reflète le rapport de force et qui nous dit quel est le poids des grands courants politiques de la société française. Donc de ce point de vue-là, les Français ont fourni une photographie qui correspond véritablement aux attentes, en tout cas de ceux qui votent. Et ça, c'est un point, me semble-t-il, assez important. Deuxième point, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si la classe politique va être à la hauteur maintenant du message qu'envoient les Français. Parce que qu'est-ce que disent les Français? Finalement, les Français, ils disent on va reparlementariser d'une certaine manière le régime de la Ve République. C'est-à-dire que on va faire en sorte que finalement ce régime qui était un régime présidentiel ressemble un peu à ce qui se passe ailleurs dans d'autres démocraties parlementaires, à la fois en Allemagne ou en Italie ou en Espagne. Donc ça signifie qu'on est quand même dans un contexte politique qui est tout à fait nouveau, qui est inédit sous la Ve République, il faut être clair. Il n'y a jamais eu une majorité relative aussi faible. Et d'ailleurs, le concept de majorité relative est très relatif aujourd'hui, parce que de fait, il n'y a pas véritablement de majorité qui sort de manière très claire et explicite des résultats auxquels nous sommes confrontés. Ça veut dire que aujourd'hui, le président de la République, il est confronté à la nécessité de trouver des alliances et plutôt d'ailleurs des accords de gouvernement plutôt que du débauchage. Est-ce que les forces politiques qui sont susceptibles de se retrouver éventuellement dans une plateforme de gouvernement avec Emmanuel Macron sont en effet prêtes à se lancer dans cette aventure? Ça, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans les jours qui viennent. Mickaël Darmon. En fait, avec Emmanuel Macron, les Français ont été amenés à pousser jusqu'au bout et amener à la fin la logique monarchique de la Ve République. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron qui est arrivé, souvenez-vous, en 2017, il avait fait une campagne sur le transversal, le circulaire, la manière justement de pouvoir transformer, faire émerger les décisions du bas. Eh bien, à peine arrivé au pouvoir, installe la verticalité, installe un pouvoir effectivement qui reprend au fond la personnalité
personnalisation totale de la Ve République. Il se présentait comme étant celui qui était le premier d'un monde nouveau. En fait, il a été peut-être le dernier d'un monde ancien. Et on voit bien à quel point cette élection, à travers cette élection, les Français disent, au fond, effectivement, on veut arrêter le système personnel, pyramidal. Et c'est la fin de Jupiter, de ce point de vue-là, effectivement, avec un Emmanuel Macron qui est obligé de revenir sur Terre. Mais il y a aussi, Arnaud Benedetti, vous qui avez écrit un livre sur comment sont morts les politiques, de nouveaux profils qui arrivent, de nouvelles générations. Dans la Macronie, on va devoir changer de leader, puisque Ferrand n'est plus là, Castaner n'est plus là, le patron du groupe Modem a été battu aussi en Savoie, et puis on voit avec la NUPES, mais aussi avec les RN, des figures toutes neuves arriver. Est-ce que finalement, ce changement sociologique n'est pas une chance pour l'Assemblée de montrer qu'on est en effet en régime parlementaire? Ce qui est une chance pour l'Assemblée nationale et ce qui est une chance pour la représentation nationale, c'est d'avoir d'abord, et on l'a déjà dit, une chambre qui ressemble à ce que le pays est politiquement. Et manifestement, ce qui est vrai aussi, c'est que sociologiquement, alors il faudra regarder avec un peu plus de finesse, bien évidemment, la composition sociologique de cette Assemblée, mais on a des profils qui sont parfois un peu plus diversifiés que ceux que l'on avait connus lors de la dernière législature. Donc de ce point de vue, en effet, il y a quelque chose qui est peut-être susceptible de recréer du lien entre une partie de la société et ses représentants. L'autre aspect qui est très important, alors on a parlé de Jupiter, mais la vérité c'est que, si vous voulez, Emmanuel Macron avait voulu gérer la France avec une forme de culture d'entreprise, une culture managériale. Et on en revient à une culture de démocratie parlementaire. Une culture parlementaire, c'est quoi? La culture parlementaire, elle vous oblige à un moment donné, au regard des rapports de force, à finalement négocier, y compris négocier avec vos opposants pour avoir des fois des majorités de compromis ou des majorités d'idées, comme aurait dit un ancien président du Conseil de la 4e République, ou Edgar Faure. Et donc c'est un peu encore une fois, à ce défi que va être confronté le président de la République, avec quand même une très grande difficulté. Je regardais, avant de venir ici, finalement, la dernière expérience de majorité relative, qui avait été celle de 1988, avec Michel Rocard, et j'ai regardé les chiffres, ils sont très intéressants. Mais les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? On avait un parti socialiste avec 275 parlementaires, plus un groupe communiste avec une vingtaine de parlementaires, plus d'ailleurs 25, et à peu près 40 députés centristes. C'est-à-dire avec des marges de manœuvre qui étaient beaucoup plus importantes que celles auxquelles, encore une fois, va être confronté le président de la République et son Premier ministre. Il y a un autre aspect très important, c'est quand vous voulez véritablement construire une majorité nouvelle, une coalition de gouvernement, la question sous la Ve République du chef de la majorité se pose. Et la question inévitable qui va se poser dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent, c'est bien évidemment le maintien ou non de la Première ministre que Emmanuel Macron s'est choisi voici un mois. Elle se pose effectivement déjà depuis hier soir. Officiellement à l'Élysée, aujourd'hui ça n'est pas à l'ordre du jour, mais enfin Emmanuel Borne était à l'Élysée hier et c'est quand elle a quitté l'Élysée qu'elle a pris la parole. Donc on pense bien que le discours a été élaboré évidemment de concert avec l'Élysée. C'est effectivement la question qui devra se poser, d'autant plus qu'il y a maintenant, je dirais, des objectifs très concrets. Il va falloir présenter un discours de politique générale, il va falloir ou décider ou pas d'engager la confiance du gouvernement. Les motions de censure, les projets de motion de censure commencent déjà à fleurir. Éric Coquerel a d'ores déjà annoncé qu'il déposerait avec le groupe de la NUPES une motion de censure vis-à-vis du gouvernement. À l'heure actuelle, cette motion de censure pourrait effectivement tout à fait passer et Elisabeth Borne être censurée dès le départ. Donc la question évidemment se pose. Vous disiez, Arnaud Benedetti, que Emmanuel Macron avait décidé de gouverner la France un peu comme une entreprise. Je dirais quelle curieuse manière de diriger une entreprise. Parce qu'effectivement, la façon dont il se comporte depuis la campagne présidentielle qui n'a pratiquement pas eu lieu, puis ensuite une disparition au lendemain de sa réélection et une campagne législative qui a été là aussi réduite aux acquêts avec un seul enjeu, c'est le chaos ou moi, eh bien les Français ont dit ce qu'ils en pensaient. Au fond, durant toute cette campagne et tous ces mois, on n'a pas arrêté de dire que les sujets que les Français mettaient en avant n'étaient pas traités par les politiques. Le pouvoir d'achat, la transition écologique, l'égalité, la sécurité, l'école, la santé, bien évidemment. Et bien voilà que les Français décident de donner au fond leur avis sur tous ces sujets et le résultat d'hier soir, c'est un petit peu le débat présidentiel qui n'a pas eu lieu.
Christophe Barbier, est-ce que vous souhaitez réagir par rapport à ce que vient de dire Mickaël Darmon? Moi, je voudrais poser une autre question à Arnaud Benedetti. Dans ce cas de figure, on voit bien que un certain nombre d'outils sont inutilisables. Par exemple, le 49.3 pour passer en force, ça serait la certitude d'avoir une motion de censure contre soi. Même si une motion de censure qui regroupe à la fois les LR, les RN et la NUPES, c'est pas demain la veille qu'on la verra, parce que c'est quand même se compromettre que de voter avec des gens qui vous sont si opposés. En revanche, il y a d'autres outils qui sont peut-être utiles pour Macron maintenant. Le référendum, les fameuses conférences de citoyens, s'appuyer sur les collectivités locales, éventuellement réunir le Parlement en congrès pour s'adresser à lui en appelant à des majorités d'idées, en tout cas des majorités de raison. Tout cela, ça peut être l'objet d'un nouveau chapitre de notre histoire de la Ve République, le chapitre de l'habileté et de la finesse, et non plus de la verticalité. Oui, il est clair que ça veut dire que le président de la République va devoir, en tout cas, plus gouverner avec ce que l'on appelle les corps intermédiaires, ce qu'il n'a pas fait de fait durant ce mandat, même si on avait vu que durant la crise des Gilets jaunes, il avait essayé de restaurer le dialogue à travers les maires avec une partie de la société française. Là, il est obligé de revoir de fond en comble le logiciel politique qui était le sien, et il va devoir en effet rentrer finalement dans une culture qui est une culture qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire une culture de compromis. Et la culture de compromis, ça nécessite d'être capable à un moment de s'acculturer aux arguments des autres et d'être finalement le point de coordination tacite entre différents équilibres. Donc on rentre vraiment dans un système qui est un système nouveau, qui est pour l'instant tout à fait instable, parce qu'il est clair que quand même, la première réalité, encore une fois, de ce que nous avons vécu hier soir, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de majorité. Et c'est bien la première fois sous la Ve République que, finalement, on se trouve dans cette configuration qui, je le rappelle, est une configuration tout à fait inédite. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. On aura l'occasion de se reparler, bien sûr, sur Radio J. À très bientôt.